Aujourd'hui, venez chercher avec moi des preuves de l'existence de la guerre de Troie, telle qu'Homère la raconte dans l'Iliade et l'Odyssée. Incroyable. Ça, c'est une sacrée découverte. Hélène de Troie a-t-elle été au centre d'une guerre de 10 ans entre les Grecs et les Troyens? Les Grecs ont-ils réellement pénétré l'enceinte de la cité de Troie à l'intérieur du ventre d'un cheval de bois? L'ouvrage d'Homère me servant de guide à tout moment, je vais suivre les indices. Traverser la mer Égée. Explorer des épaves de vaisseaux naufragés. Ça alors, c'est sensationnel! Je vais tester les armes que les Grecs utilisaient pendant l'âge de bronze. Je vais transpercer. Je vais me rendre dans une île façonnée par de nombreux tremblements de terre. Tout ce qu'on voit en bas avance à former une montagne. Et utiliser des logiciels de la NASA pour démontrer que la guerre de Troie était bien plus qu'une simple histoire. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Les Grecs de l'Antiquité nous ont légué un nombre incroyable d'histoires. La plus connue est celle d'une guerre qui dura 10 ans entre les soldats grecs, ou plus exactement achéens, et une cité fortifiée répondant au nom de Troie. Je m'appelle Josh Bernstein, et je suis venu jusqu'en Grèce pour savoir si les récits de la guerre de Troie peuvent vraiment avoir eu lieu. Le poème de la guerre de Troie évoque un temps où les royaumes bordant la mer Égée étaient puissants. Notamment les cités de Mycène et de Troie. Cette histoire raconte une guerre ayant peut-être eu lieu il y a 3000 ans. Tous se battaient pour récupérer une princesse grecque, Hélène. Elle avait quitté son mari, Ménélas, ainsi que son pays pour s'enfuir avec Paris, le prince de Troie. Ces actions eurent des conséquences désastreuses. Agamemnon, frère de Ménélas, leva une puissante armée constituée de soldats grecs afin de détruire Troie. Cette guerre devait durer 10 longues années, jusqu'à ce qu'Ulysse élabore un plan rusé qui permit aux Grecs de gagner la guerre de Troie. Les Achéens pénétrèrent les remparts de Troie cachés dans le ventre creux d'un cheval de bois. Ils incendièrent la cité tout entière et ramenèrent Hélène en Grèce. C'est l'une des histoires les plus vieilles et les plus célèbres. Mais est-ce une histoire vraie? Pour le découvrir, je me suis rendu en Grèce à l'école américaine d'études classiques d'Athènes. C'est ici que sont conservés 2 exemplaires des poèmes épiques appelés l'Iliade et l'Odyssée. Ces 2 recueils racontent l'histoire des Troyens et des Achéens. La guerre pour récupérer Hélène et le long voyage d'Ulysse pour rentrer chez lui. Ah, c'est ici que vous gardez les livres anciens? Tout à fait, c'est la salle Mandilas. Et voilà les livres d'Homère. Conçu à Florence, en Italie, en 1488, voici un des 3 exemplaires de l'Iliade et l'Odyssée qui restent sur Terre. Ils font partie des tout premiers à avoir été imprimés. On dirait que ça a été écrit à la main, mais c'est bien un imprimé, tiré à la presse typographique. Mais ce n'est pas la première version. Non. Elle existait sous quelle forme avant celle-ci? Nous avons retrouvé en Égypte des fragments de papyrus sur lesquels était écrit le texte d'Homère. Le plus ancien remonte probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce que dit le professeur Stephen Tracy, directeur de l'école d'études classiques, c'est que plus de 2000 ans avant que ce livre ne soit imprimé, un homme seul et mystérieux chantait l'histoire de la guerre de Troie. En l'an 725 avant Jésus-Christ, vers la fin du 8e siècle, vivait un poète prénommé Homère. Cet homme avait un don incroyable. Il maniait si bien les mots qu'il pouvait déclamer d'interminables poèmes.
On connaît très peu de choses au sujet d'Homère. On n'est même pas sûr que ce soit son vrai nom. Aujourd'hui, nous connaissons Homère grâce aux historiens grecs de l'époque classique. Mais ces chansons évoquent une période bien plus ancienne. Elles parlent d'un temps révolu depuis fort longtemps, même pour les Grecs qui ont élevé ces célèbres colonnes et ces immenses théâtres. Homère chantait les aventures des civilisations ayant vécu à l'aube de l'histoire. Il relatait les faits d'une guerre s'étant déroulée en 1250 avant Jésus-Christ et décrivait une cité que les premiers érudits ont qualifiée de fictive. Mais la cité de Troie aurait-elle pu vraiment exister? Les histoires d'Homère pourraient-elles être vraies? Si c'est le cas, un monde entier de royaumes anciens et d'armées courageuses attend d'être découvert. Je décide de me lancer sur ces traces. Homère situait Troie dans un pays qui est aujourd'hui la Turquie, à l'ouest de la mer Égée, à peu près à 320 km au sud-ouest de la ville d'Istanbul. Dans son poème, il parle d'une cité fortifiée entourée d'une épaisse muraille surplombant une plaine venteuse. Troie siégeait au bout de la côte sud du Hellesponte, un détroit reliant les mers Égée et Marmara. Celui-ci est aujourd'hui appelé le détroit des Dardanelles. À la fin du XIXe siècle, Heinrich Schliemann, un homme d'affaires allemand devenu archéologue, lance de vastes recherches pour retrouver la cité dont parlait Homère. Schliemann avait amassé une fortune colossale et s'en servait pour tenter de prouver que les lieux et les aventures des poèmes homériques avaient bien existé. En 1870, Heinrich Schliemann est venu ici même, se servant de l'Iliade et de l'Odyssée comme d'un guide. Il avait la conviction que la modeste colline qui se trouve derrière moi n'était autre que la légendaire cité de Troie. Schliemann cherchait les trésors du royaume troyen et aussi la preuve que la guerre décrite dans les chants d'Homère avait réellement eu lieu. Grâce aux indices qui parsemaient les textes de l'Iliade et de l'Odyssée, il était convaincu que les vestiges de la cité de Troie et de la longue guerre dont elle avait été le théâtre étaient enfouis en ces lieux. Avec l'aide de plus d'une centaine d'ouvriers de la région, il creusa une gigantesque tranchée à l'intérieur de cette colline. Alors c'est la fameuse tranchée? Oui, c'est le trou que Schliemann a fait creuser. Le professeur Yashar Ersoy est archéologue. C'est un spécialiste des fouilles que Schliemann a effectuées en Turquie. Il a décidé de creuser un énorme trou au milieu de la colline, c'est ça? On voit jusqu'où il est allé avec les pierres. Il s'est arrêté là, au niveau de ces murs de pierre, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ces pierres sont sans doute les ruines les plus vieilles qu'il ait trouvées. Elles datent à peu près du début de l'âge du bronze. Qu'est-ce que Schliemann avait en tête à l'époque? Sa mission principale était d'identifier la cité de Troie. Il espérait pouvoir trouver, ou plutôt pouvoir prouver que les histoires racontées dans les poèmes d'Homère étaient basées sur des faits réels. Pendant 7 ans, Schliemann creusa, avec l'espoir de découvrir la ville fortifiée dépeinte par Homère. Plus tard, ces fouilles furent décrites comme les plus destructives de l'histoire de l'archéologie. Il mit néanmoins un jour des vestiges d'une civilisation antique qui rappelait celle décrite par Homère. Il fut émerveillé devant les trésors ayant appartenu à une aristocratie ancienne. Pour Schliemann, ces bijoux en or n'avaient pu appartenir qu'aux familles royales dont parlait Homère. Il fit cadeau de ces parures à sa propre Hélène de Troie, sa femme, la jeune Sophia.
Mais ces joyaux ne se révélèrent pas être ce qu'ils pensaient. Toutes ces hypothèses étaient fausses, surtout celles qui concernaient la datation des bijoux. Ces parures ont été fabriquées presque 1000 ans avant la date présumée à laquelle le roi Priam a vécu. Mais Schliemann ne le savait pas. Pas du tout. Les archéologues s'accordent à penser que l'Iliade et l'Odyssée racontent des histoires se déroulant en 1250 avant Jésus-Christ. Mais de nouvelles méthodes scientifiques de datation ont révélé que les trésors découverts par Schliemann avaient 1000 ans de plus. Les bijoux n'appartenaient pas à l'époque que dépeignait Homère. Mais cela n'exclut pas pour autant que cette colline ait un jour appartenu à la cité de Troie. Des années après, dans cette immense tranchée, d'autres archéologues ont découvert de multiples couches de civilisation. Toute une série de cités antiques, construites au fil du temps les unes par-dessus les autres. En définitive, nous avons appris que ces lieux ont été habités pendant de nombreuses années. Les experts ont identifié 9 niveaux d'occupation, depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque de l'Empire romain. Finalement, ça nous montre que pendant 3200 ans, les civilisations ont vécu les unes par-dessus les autres. Voilà, c'est exactement cela. En tout, 9 niveaux d'habitation ont été découverts sur ce site, datant de 2900 ans avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 550. Ces découvertes ont montré que cet endroit, en plus d'être le plus grand, était celui qui avait été habité le plus longtemps par l'homme. Mais est-ce la cité dont Homère parlait? Dites-moi, Yashar, sommes-nous dans la cité que Homère décrivait dans ses poèmes? Eh bien oui, ce fut sans doute la cité de Troie. Les sources archéologiques comme historiques suggèrent clairement que ce site est le candidat le plus probable, tant par rapport à la région dans laquelle il est situé que pour la géographie des lieux. Troie est le plus vaste site que nous ayons identifié dans cette zone, c'est-à-dire dans le nord-ouest de l'Asie mineure. D'accord. Et tout concorde. La manière dont Homère décrit la cité de Troie correspond à ce site, j'imagine. Oui, effectivement. Si Homère décrit la vie d'une vraie cité, il est fort possible que ce soit celle de cette forteresse datant de l'âge du bronze. Mais découvrir Troie et découvrir des preuves que la guerre de Troie a bien eu lieu sont deux choses complètement différentes. D'autres archéologues, après Schliemann, se sont mis en tête de trouver ici des traces de cette guerre qui dura 10 ans. Mais en vain. La recherche de la vérité au sujet de l'Iliade et de l'Odyssée ne se limite pas à la cité de Troie. Il faut aussi s'intéresser aux plus vieilles civilisations grecques. Je reprends ma route. À suivre, j'utilise les images satellites de la NASA pour découvrir qu'une minuscule île grecque régulièrement frappée par des séismes dissimulait une montagne d'indices. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis parti à la recherche des guerriers qui se sont battus lors de la guerre de Troie. Je me fie au texte d'Homère pour orienter mon exploration. J'ai suivi la trace du poète jusqu'en Turquie, où j'ai découvert les ruines d'une cité antique. J'ai appris que des trésors y avaient été trouvés et qu'un royaume datant de l'âge du bronze avait existé à l'endroit même qu'Homère décrit dans ses textes. Aujourd'hui, ma quête me conduit de l'autre côté de la mer. Car si les récits de la guerre de Troie sont basés sur des faits réels, la cité de Troie a été renversée par les Grecs. Ce qui veut dire que les Grecs avaient donc un royaume qui leur était propre. Me voilà à la découverte de Mycène, cité du roi Agamemnon, que Homère décrit dans ces termes, riche en or. Selon les poèmes homériques, Mycène se situait au pied de 2 repères antiques. Autrement dit, au nord d'une plaine appelée la plaine d'Argos et au sud d'une ville qu'on appelle toujours Corinthe.
dans ce qui est aujourd'hui le Péloponnèse. Une fois de plus, je me retrouve sur les traces d'Heinrich Schliemann, qui suivit lui-même cette piste en 1876, 3 ans après ses découvertes sur le site de Troie. Tout comme Schliemann, je m'aperçus que les indices que Homère nous avait laissés nous conduisaient une fois de plus aux ruines d'une cité de l'âge du bronze. Cela fait plus de 3000 ans que Mycène se situe à cet endroit sur les cartes géographiques. Le professeur Vassiliki Pliatsika effectue des fouilles sur ce site depuis 1999. À quoi ressemblait ce site la première fois que Schliemann y est venu? La porte des Lions avait été mise à jour, elle a été exposée en 1841, donc il pouvait voir l'entrée principale et le linteau surmonté du triangle. Voilà la vue qu'il avait à l'époque. Schliemann était convaincu que cette porte imposante était l'entrée de la citadelle du royaume des Grecs. Cet emblème, avec les 2 lions, il était déjà là? Tout à fait. En gros, il signifie que les lions protègent le palais mycénien et que son roi avait obtenu le pouvoir des mains des dieux. Dans l'Iliade, c'est le roi Agamemnon lui-même qui met sur pied une armée d'hommes venant de la Grèce entière afin de partir à l'assaut de Troie. Pour Schliemann, trouver des richesses prouverait que le valeureux roi avait vécu et régné à Mycène. En franchissant la porte des Lions, il est impossible de manquer le site où Schliemann et son énorme équipe ont entamé la première fouille pour mettre à jour cette cité enfouie. 129 ouvriers travaillaient à son service. 129 ? Il lui fallut peu de temps pour dégager ce vaste espace sous la porte des Lions. Et c'est dans cette tombe qu'Heinrich Schliemann fit une découverte qui allait au-delà de ses propres espérances. 15 kilos d'or et un magnifique masque funéraire en or massif lui aussi. Donc il trouve des ossements, il trouve de l'or. Qu'est-ce qui lui vient en tête? Eh bien, il pense avoir découvert une tombe royale. Il est persuadé que c'est la tombe d'Agamemnon. Pourquoi des os, des objets en or et un masque l'amènent à la conclusion que c'est Agamemnon? Il a lu les écrits des érudits de l'Antiquité qui stipulent qu'Agamemnon est enterré à l'intérieur de la citadelle. Alors il relie tous ces éléments, l'or, les tombes, et il est convaincu qu'il a affaire à Agamemnon. Mais plus tard, on saura qu'il a tiré des conclusions un peu hâtives. Oui, ce sont bien des rois qu'il a trouvés ici, mais ils ont vécu bien avant Agamemnon. Le masque d'or que Schliemann déterra fut le premier d'une longue série de découvertes sur le site de Mycène. Depuis, des archéologues ont démontré que pendant toute la durée de l'âge du bronze, Mycène a été la cité la plus puissante de la région, ce qui rend la probabilité encore plus forte que Mycène soit bien le royaume que Homère a dépeint dans ses poèmes. L'Iliade et l'Odyssée en poche, Heinrich Schliemann a réussi son pari. Grâce à lui, la civilisation moderne a pu redécouvrir les cités perdues de Troie et de Mycène. Des générations d'explorateurs ont suivi ces traces. Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'une autre île que Homère a décrite dans son Odyssée. Si ce royaume est découvert, cela permettra d'ajouter une nouvelle dimension archéologique à la réalité des histoires que Homère racontait. Nous nous intéressons maintenant à l'île d'où était originaire Ulysse, l'homme qui eut l'idée d'introduire le cheval dans l'enceinte de Troie et qui mit fin à 10 ans de guerre. Dans l'Iliade et l'Odyssée, peu d'endroits ont autant d'importance que l'île d'Ithaque, terre natale d'Ulysse. De nouveaux indices nous mènent à penser que l'île d'Ithaque se trouve près d'ici, sur une île appelée Céphalonie, sur la côte ouest de la Grèce, comme Homère le décrit dans ses poèmes. Céphalonie est la plus grande et la plus montagneuse des îles ioniennes.
Elle se trouve sur le bord d'une ligne de faille entre deux plaques tectoniques. C'est une des zones sismiques les plus actives de la planète. Je suis avec Robert Bittlestone qui soutient l'hypothèse que de nombreux tremblements de terre, en tout des centaines au cours des 3000 dernières années, ont dissimulé la véritable île d'Ithaque, celle dont parlait Homère. La description la plus détaillée concernant la situation géographique de l'île d'Ithaque se trouve au moment où le roi Ulysse révèle son identité. Selon Homère, Ithaque est basse et la dernière île vers l'ouest, à l'écart des autres îles situées beaucoup plus à l'est. Quand on jette un œil aux cartes géographiques d'aujourd'hui, on décèle immédiatement une incohérence. L'île actuelle d'Ithaque n'est pas la dernière île à l'ouest, au contraire, elle se trouve tout à fait à l'est. Alors, la description que fait Homère de son île ne correspond pas à la situation géographique de l'actuelle île d'Ithaque. Non, effectivement, il y a une incohérence, une contradiction. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi Homère se serait-il trompé dans sa description géographique ? La théorie de Robert Bittlestone est basée sur la découverte d'un profond ravin entre la partie la plus à l'ouest de Céphalonie et la partie principale de l'île. Il pense que ce ravin fut à une époque un étroit bras de mer, aujourd'hui comblé par les décombres résultant de nombreux tremblements de terre. Si c'est bien le cas, l'île qu'on appelle aujourd'hui Céphalonie formait il y a des milliers d'années deux îles à part entière. Et l'île la plus à l'ouest serait donc l'Ithaque dépeinte dans les poèmes homériques. Force est de constater que les cartes contemporaines représentant l'île d'Ithaque à l'est sont incorrectes. Nous sommes presque certains qu'à l'époque, la mer passait par ici, mais le détroit a fini par disparaître suite aux éboulements dus au séisme. Ce qui veut dire que tout ce qu'on voit dans la vallée formait auparavant une montagne? Oui, exactement. Avant que ces cailloux ne viennent réunir les deux îles, un couloir de mer les séparait. Les spécialistes disent que l'île où nous sommes existait dans les récits d'Homère sous le nom de Samé. Mais ce qu'ils n'ont pas pu prouver, c'est la localisation de l'Ithaque décrite par Homère. Elle se trouve en face, derrière la vallée. Pour étayer son hypothèse, Robert Bittlestone a utilisé le logiciel Whirlwind de la NASA, qui permet d'observer la planète grâce à des images satellites. Cet outil lui a permis de planer virtuellement au-dessus de l'île et de passer au peigne fin le paysage en 3 dimensions. Grâce à ces images, Robert Bittlestone a pu partir à la recherche de caractères spécifiques de la partie est de la Céphalonie, qui concordaient avec les descriptions de Homère. Comme cette baie. Le port, vieillard de la mer, est sur la côte d'Ithaque. 2 promontoires abrupts l'enserrent et le défendent des vents violents et des grandes eaux. Ce qui est fascinant, c'est que la description du port rapportée par Homère concorde exactement avec ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Tout comme Heinrich Schliemann, Robert Bittlestone se sert des poèmes antiques comme point de départ pour ses recherches historiques. Il est convaincu que fouiller cette partie de l'île corroborerait sa théorie. Et une moitié de la nef s'élança sur la plage, tant elle était vigoureusement poussée par les bras des rameurs. Voilà donc logiquement, on devrait arriver sur une plage de sable. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Il y a du sable. Il y a du Ça, sable. c'est sûr. Robert Bittlestone semble sur la bonne piste. Tous les éléments décrits de la plage jusqu'aux montagnes sont présents ici. La déesse Athéna dit à Ulysse, « Regarde, et tu verras ta terre, le mont Néritos couvert de forêts. » Le voilà. Jusqu'à présent, Robert Bittlestone affirme avoir localisé sur Ithaque plus de 15 sites mentionnés dans les poèmes homériques il y a plus de 2000 ans. Fort de tous ces indices, il espère que ces découvertes le conduiront un jour au palais d'Ulysse. Donc, pour simplifier, on a une sorte de carte trésor
avec plusieurs indications, mais on n'a jamais su par où commencer. Tout à fait. Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde croyait que l'île correspondant à cette carte au trésor n'était qu'un mythe. Donc, il était impensable de retrouver un jour Ithaque et de réussir à localiser des montagnes sur cette île. Mais aujourd'hui, nous avons de solides preuves pour démontrer qu'Ithaque existe vraiment. Le travail qu'Heinrich Schliemann a entamé il y a des années, Robert Bittlestone le continue aujourd'hui. Et pendant les années qui se sont écoulées entre les découvertes de ces deux hommes, des archéologues ont trouvé bien d'autres éléments concernant la guerre de Troie. À suivre, je continue à chercher des preuves montrant que la guerre de Troie a bien eu lieu. J'examine les armures que portaient les Grecs de l'Antiquité et je manipule les armes utilisées lors de l'âge du bronze. Transpercé. Je suis sur les traces des guerriers troyens. Dans ma quête, Homère est mon guide et ses poèmes m'aident à trouver ma route. J'ai exploré deux des cités qui sont au cœur des poèmes épiques. Sur l'île Céphalonie, j'ai appris qu'Ithaque avait probablement été dissimulé au regard de l'homme moderne par de multiples séismes. Mais pour moi, découvrir ces cités n'est pas suffisant. Il me faut toujours trouver des preuves que les personnages de Homère ont réellement vécu. Je cherche les guerriers qui ont porté de lourdes armures et qui se sont battus avec les armes de la fin de l'âge du bronze. Je poursuis mon voyage en me rendant dans un village du nom de Nafplion, où un petit nombre de dents a fait prendre vie au récit de Homère. Professeur Pelliologou? Oui. Ravi de vous rencontrer. Le professeur Eleni Pelliologou et la conservatrice Pinka Taratori m'ont invité à découvrir ces vestiges de l'âge du bronze. Cela ne paraît peut-être pas grand-chose, mais grâce aux détails donnés dans les récits de Homère, les archéologues ont immédiatement identifié ce à quoi ils avaient affaire. Incroyable, ça c'est une sacrée découverte, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le livre 10 de l'Iliade, voilà ce qui est écrit. Mérionès donna à Ulysse un arc, un carquois et une épée. Ulysse mit sur sa tête un casque fait de peau, fortement lié en dedans de courroies, que les dents blanches d'un sanglier hérissaient de toutes parts au dehors, et couvert de poils au milieu. Un casque en dents de sanglier. Voilà ce que nous avons devant nous. Ici, nous avons des plaques de bronze destinées à protéger les joues. D'accord. Et le visage aussi. Ça se mettait comme ça? Ah, très bien. En observant les fragments de dents retrouvés, Pinka a fabriqué un casque tel qu'il devait se présenter il y a 3000 ans. Sans les descriptions détaillées de Homère, nous n'aurions sans doute jamais compris que ces dents avaient un jour appartenu au casque d'un guerrier de l'âge du bronze. Cependant, grâce à ce casque, les archéologues ont réussi à établir un lien entre Homère et les guerriers qu'il avait décrits. D'autres débris de ces casques furent découverts dans des tombes autour de la citadelle de Mycène, dans le royaume grec. De retour à Mycène, le professeur Pliatsika et ses collègues ont établi qu'en 1250 avant Jésus-Christ, cette cité était la plus riche et puissante de Grèce, tout comme le rapportent les chants de Homère. Des objets de bronze y furent découverts, des épées, des pointes de flèches, les mêmes armes que celles décrites par Homère lors de la guerre de Troie. À Mycène, les guerriers tenaient une place prépondérante dans la société, tout comme dans la cité dépeinte par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. Nous savons que les hommes qui avaient la responsabilité d'un groupe de soldats étaient considérés comme les plus courageux. C'étaient des héros. Ils appartenaient à un rang social plus élevé. Ils se voyaient comme des soldats et des chasseurs. Dans ses poèmes, Homère décrit des soldats qui utilisaient ce genre d'armes.
Ces hommes étaient placés plus haut que ceux qui travaillaient au champ ou avec les animaux. Finalement, quand Homère décrit Mycène comme un centre économique et culturel, on peut dire qu'il a tout à fait raison, non? C'était fidèle à la réalité. L'image qu'Homère donne de Mycène correspond effectivement à ce que nous avons découvert. Les découvertes archéologiques de Mycène ont relié le monde de Homère aux éléments archéologiques d'une culture que nous continuons encore aujourd'hui à découvrir. Les hommes qui ont habité cette cité à la fin de l'âge du bronze se sont servis d'armes similaires à celles décrites par Homère, des pointes de flèches, des glaives de bronze et des chars tirés par des chevaux. Ces chars étaient les tanks de la guerre de Troie. Leur utilisation lors des combats est récurrente dans les poèmes. Dans le livre 20, Homère chante « Les deux coursiers d'Achille foulent à leurs pieds les cadavres et les boucliers, les cieux tout entiers tachés de sang, ainsi que les anneaux placés au devant du char. Ils sont couverts des gouttes sanglantes que font jaillir les cercles des roues et les pieds des chevaux. » Justement, voici un char. Une fantastique machine de guerre. C'est un char de l'âge du bronze, c'est ça? Parfaitement. En s'inspirant des objets datant de l'âge du bronze, Tufan Turanli a construit un char grec correspondant exactement aux descriptions qu'en fait Homère. On y tient à combien? 2. Le conducteur du char et le soldat. D'accord. L'extérieur est en cuir. En cuir? L'intérieur en osier. Le conducteur guidait les chevaux pendant que le soldat se battait. Est-ce qu'on sait si les soldats s'en servaient pour se déplacer ou réellement pour se battre? Et nous avons des sources indiquant que les chars avaient ces deux fonctions. Les soldats les utilisaient pour se rendre sur le champ de bataille, puis pour se battre. Alors, il y avait un conducteur qui dirigeait le véhicule et le passager qui, lui, devait se battre. Avec quoi il faisait la guerre, à votre avis? Un arc et des flèches? Certainement un arc, des flèches ou des lances. Nous avons des éléments montrant qu'ils descendaient aussi du char pour se battre. À terre, ils dégainaient alors leur épée. Ça vous tenterait de faire un tour? C'est possible? Oui. D'accord, allons-y. Très bien, amenons les chevaux alors. Ces chevaux ont beau avoir une bride moderne, le concept est le même qu'à l'âge du bronze. 2 chevaux, un conducteur et un guerrier armé. Précisons qu'il n'est pas aisé de rester stable dans un char tiré par des chevaux au galop. Il faut s'adapter. Oh là là, ça secoue, hein? Un char antique, ça n'absorbe aucun choc, et même si à première vue ce champ a l'air plat, on sent tous les petits cailloux sur lesquels les roues passent. Mais se rendre sur le champ de bataille n'était pas une fin en soi. Gardez bien à l'esprit que c'était la guerre. L'Iliade regorge d'ailleurs de sanglantes descriptions de scènes de bataille et de combats à l'arrière de chars. En tant qu'archer confirmé, atteindre la cible n'est pas un problème quand je suis sur la terre ferme. Mais y arriverai-je une fois à l'arrière du char en branle? C'est ce que nous allons voir. Trop bas. Même avec un arc moderne, ce n'est pas une mince affaire. Les archéologues sont toujours à la recherche d'indices pour savoir comment les Grecs faisaient la guerre pendant l'Antiquité. Il existe des preuves concrètes démontrant que les soldats de l'âge du bronze se servaient d'arcs, de flèches et de lances pour faire la guerre. Mais le débat continue quant à savoir de quelle manière exactement ces armes étaient utilisées. Une seule chose est sûre, elles étaient mortelles. Je l'ai transpercé. Aïe, aïe, aïe. Ça doit faire mal.
Il me semble qu'on a démontré que les armes de l'âge du bronze étaient efficaces, que ce soit les arcs, les flèches ou les lances. À suivre, j'explore les profondeurs de la mer Égée. Les Grecs de l'âge du bronze ont-ils réellement pu naviguer jusqu'à Troie ? Jusqu'à maintenant, en marchant dans les pas de Homère, j'ai pu voir les cités, les armes et même les armures décrites dans l'Iliade et l'Odyssée. Mais à présent, si les faits sont réels, j'aimerais savoir comment l'armée grecque a pu se rendre jusqu'à Troie pour y déclarer la guerre. À l'âge du bronze, les Grecs avaient-ils déjà construit des vaisseaux leur permettant d'effectuer le voyage jusqu'à Troie ? Si la guerre de Troie a vraiment eu lieu, les Grecs ont dû trouver un moyen de traverser la mer Égée. Je suis aujourd'hui à Volos, un port antique toujours important de nos jours. On y construit des bateaux depuis des milliers d'années. Je rencontre un amiral qui va me montrer comment on construisait les bateaux dans l'Antiquité. Dans le cadre d'un programme d'archéologie maritime expérimentale, le vice-amiral Apostolos Kourtis et son équipe construisent l'Argos, un des premiers navires de guerre grecque. Ce pourrait être le type de vaisseau utilisé lors de la guerre de Troie. Les représentations datant de l'âge du bronze montrent que les navires de guerre de l'époque avaient une proue plate et 3 structures reliées à la poupe. Selon Homère, la flotte grecque est partie dans des bateaux avec 50 rameurs à leur bord. L'amiral et son équipe ont décidé de construire un bateau fidèle à la description d'Homère. On n'utilise pas de clous. Pas de clous en métal. Aucun. Ils espèrent démontrer que ces navires étaient rapides et manœuvrables en mer. Mais d'abord, il faut en construire un. Et les outils que vous utilisez sont des outils traditionnels ? Oui, on fait tout à la main, on n'utilise pas de machine. À la main, pas d'outils modernes. Non. Pendant la guerre de Troie, des équipes de 50 hommes travaillaient sur les bateaux. Et vous, combien d'hommes compte votre équipe ? 1, 2, 3... Ils étaient 50 et vous êtes 3 ou 4 ? Oui. C'est en quelque sorte par amour qu'Apostolos et son équipe se sont embarqués dans cette galère. Mais ce projet fait aussi partie d'un programme d'archéologie expérimentale. Les outils que ces hommes utilisent sont des répliques exactes des outils de l'âge du bronze retrouvés dans des tombes à Mycène. Ce type d'outils était enfoui sous terre pendant des années. À cette époque, ces outils étaient à la pointe de la technologie. Appliqué au travail du bois, le procédé de fonderie offrit aux constructeurs de navires une précision jusqu'alors impossible. Cette scie manuelle semble peu efficace, mais elle l'était. Avec d'autres outils de l'âge du bronze, tels que des marteaux et des ébauchoirs, de véritables innovations pour les ouvriers de l'époque. Grâce à ces instruments, ils bâtirent des navires plus grands et plus solides. Cela représente un travail colossal pour Apostolos et son équipe, mais la structure du vaisseau prend forme, doucement mais sûrement. Il a encore fort à faire. Quant à moi, je dois encore découvrir si les bateaux de la fin de l'âge du bronze pouvaient traverser la mer Égée. Je retourne en Turquie pour tenter de prouver qu'à l'époque, les soldats mycéniens, c'est-à-dire l'armée grecque, étaient équipés de navires capables de rejoindre l'autre côte, comme le racontent les poèmes de Homère. Ici, en Turquie, il y a peut-être enfouis dans les profondeurs sous-marines des vestiges qui témoignent de ces voyages. Yaşar Yildiz est directeur du musée d'archéologie sous-marine de Bodrum. Il va me conduire là où se trouve une des plus fortes concentrations d'épaves au monde. Il y a des milliers d'années, les écueils comme ceux que nous approchons représentaient un grave danger pour les marins.
Ces obstacles naturels près de la surface de l'eau et de la côte annonçaient des catastrophes aux capitaines des vaisseaux, car ces rochers étaient difficiles à contourner. C'est dans ces eaux que l'épave d'un navire de la guerre de Troie a été découverte et mise à jour. Yashar m'assure que je pourrai voir des vestiges de ce navire plus tard dans un musée sur la terre ferme. Mais je préfère aller voir ce qui se passe sous la mer. Non, je plonge pas avec ça. Impossible de dire combien de trésors archéologiques demeurent dans les profondeurs sous-marines. Ce lieu est devenu très populaire auprès des passionnés de plongée sous-marine. Ce n'est pas étonnant. En un claquement de doigts, on y découvre des épaves de navires et des trésors anciens. Alors que Yashar me guide à travers l'abîme sous-marin, je comprends que le vaisseau qui m'intéresse est loin d'être le seul à avoir trouvé un sort malheureux ici. Il est clair que ce pot ne vient pas de cet énorme vaisseau d'acier. Cette longue chaîne en acier cohabite avec d'innombrables poteries antiques. Des objets qui ont plus de 2000 ans. Je n'ai jamais vu ça. C'est la plongée la plus extraordinaire de ma vie. Pour les archéologues, les fonds marins sont une véritable mine d'or. Incontestablement, ces navires naufragés et leurs cargaisons nous donnent un bel aperçu des civilisations antiques et de leur mode de vie. Mais que peuvent-ils nous révéler sur la guerre de Troie? C'était incroyable. Je dois vous serrer la main pour vous remercier. Si j'arrive à monter. Merci, j'ai adoré ça. J'en suis ravi. Super expérience. Selon Yashar, les épaves que j'ai vues sous la mer datent pour les plus récentes de 1960. Mais elles peuvent remonter jusqu'en l'an 150 après Jésus-Christ. Des sites comme celui-ci ont permis aux archéologues de découvrir d'inestimables informations sur l'histoire maritime de la région. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est une galère de l'âge du bronze découverte en 1982. Les objets se trouvant à son bord sont exposés au musée d'archéologie sous-marine de Bodrum. Le professeur Poulak a dirigé les fouilles de l'épave d'Uluburun. J'ai vu des épaves datant du IIe siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est beaucoup plus vieux. Oui. Vous pouvez m'en dire plus? Elle datait du IIe siècle. Ces objets datent du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'ils ont 1500 ans de plus que les poteries que vous avez pu voir. C'est le navire le plus vieux qui a été découvert. Il abritait la plus riche cargaison d'objets datant de l'âge du bronze. Parmi les vestiges retrouvés dans les profondeurs sous-marines, le professeur Poulak et son équipe ont découvert des objets en cuivre venant du Moyen-Orient. Des poteries venant des pays qui sont aujourd'hui la Syrie, Israël, le Liban et Chypre. Des défenses d'éléphants, de l'ébène provenant d'Afrique équatoriale. Du verre coloré et de l'étain provenant d'Asie centrale. Et de l'or provenant d'Égypte. Cela a démontré que pendant l'Antiquité, il y avait de nombreux circuits d'échange dans le bassin oriental de la mer Méditerranée. Et ce navire allait où?
J'imagine qu'il se rendait en Grèce ou sur le continent, car il y avait à bord des Mycéniens, c'est-à-dire les Grecs de l'âge du bronze. Vraiment? D'après ce qu'on a découvert, oui. Il y avait au moins 2 Mycéniens à bord, car il y avait 2 épées, 2 boucliers et 2 morceaux d'armure, des colliers en quelque sorte, que portait l'élite des soldats mycéniens. Tout cela faisait partie des parures que les individus les plus riches de la société possédaient. Nous pensons qu'ils étaient des émissaires qui escortaient le vaisseau de retour dans son port d'attache. L'épave retrouvée sur le site de l'Uburun était un cargo, pas un vaisseau de guerre. Il ne faisait donc pas partie des galères qui ont pris part à la guerre de Troie dans les récits homériques. Mais ce cargo nous prouve qu'à la fin de l'âge du bronze, il y avait une connexion entre les pays du bassin méditerranéen qui prenait forme de commerce maritime. Nous savons aussi que les Grecs de Mycène y participaient activement. Leur empire, riche et puissant, reposait sur le commerce. Les Mycéniens étaient aussi tout à fait capables de gagner la cité de Troie par la mer, prêts à lui déclarer la guerre. À suivre, je retourne sur l'ancien site de Troie. Je veux savoir une fois pour toutes si les archéologues peuvent prouver, oui ou non, si la guerre de Troie a réellement eu lieu. Avec l'aide de l'Iliade et de l'Odyssée, je continue mes recherches sur la guerre de Troie. J'ai voyagé jusqu'en Grèce et en Turquie. J'ai appris qu'une époque de farouches guerriers et d'incroyables richesses a réellement existé, à l'image de ce que Homère décrit dans ses poèmes. J'ai traversé la mer Égée et dans les profondeurs sous-marines, j'ai trouvé la preuve que l'armée grecque a pu prendre la mer et se rendre à Troie. Maintenant, je retourne à Troie pour en savoir plus sur ce que les scientifiques ont appris sur les possibles champs de bataille troyens. Aujourd'hui, le site porte toujours les cicatrices des fouilles virulentes conduites par Heinrich Schliemann. À l'intérieur de son immense tranchée et sur le site entier de Troie, les archéologues ont poursuivi les explorations de l'Allemand et cherché des indices concernant la guerre de Troie. Je suis à nouveau en compagnie du professeur Yashar Ersoy, qui me tient au courant des découvertes scientifiques ayant eu lieu après celles de Schliemann. Aujourd'hui, les archéologues s'entendent pour dire que les civilisations se sont succédées sur ce site, y ont prospéré et se sont effondrées pendant plus de 3200 ans. Ici, 9 cités ont été construites et détruites, et les ruines de chacune d'elles demeurent aujourd'hui enfouies dans le sol de Troie. Dans son désir de découvrir la cité de Troie décrite par Homère, le zélé Heinrich Schliemann a creusé bien plus loin que nécessaire. Ces fouilles sauvages ont probablement détruit la plupart des preuves qu'il espérait trouver. Il restait néanmoins assez d'indices pour que les archéologues marchant sur ces pas puissent déterminer quel niveau d'habitation était contemporain à l'époque décrite par Homère. Des tessons de poterie au style similaire à ceux que j'ai pu voir à Mycène ont été retrouvés en abondance dans le 6e niveau d'habitation de Troie. Ces artefacts ont joué un rôle important dans l'identification du 6e niveau comme étant celui qui correspondait à la cité de Troie à l'âge du bronze. Mais selon Yashar, la cité n'a pas été détruite par les Grecs de Mycène. Ces pierres datent de la 6e installation humaine. Le 6e niveau. Le 6e niveau, oui, qui est donc contemporain à la civilisation mycénienne. Cette civilisation a probablement été détruite par un important cataclysme. Une catastrophe naturelle. Oui, c'est exactement ça. Et vous dites que ça remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près à la période des poèmes homériques et celle où la guerre de Troie aurait eu lieu? Tout à fait. C'est contemporain à cette époque, mais la destruction n'est pas due à l'action humaine.
La cause de cet événement ne peut pas être attribuée à l'action humaine. Elle est certainement le résultat d'une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Ah, d'accord. Et quelles sont les sources archéologiques qui le démontrent? Des bâtiments se sont effondrés, des murs ont été brisés, les fortifications ont été détruites. Il semblerait qu'une catastrophe naturelle très violente ait détruit le 6e niveau d'habitation sur le site de Troie. Selon Yachar, à Troie, tous les éléments portent à croire que c'est une catastrophe naturelle et pas une guerre qui est à l'origine de la destruction de la cité de l'âge du bronze. Cet endroit semble donc bien être le théâtre de l'Iliade et de l'Odyssée. Mais pour le moment, il n'y a pas de preuve concrète que la guerre, qui dans les poèmes homériques dura 10 ans, ait bien existé. De quoi auraient besoin les archéologues pour prouver que la guerre de Troie est bel et bien un fait historique? De preuves matérielles, de débris, de vestiges de bâtiments détruits par le feu, par la main de l'homme, d'ossements disséminés dans la cité, accompagnés des armes que les soldats portaient. Ce genre d'indices concrets en dirait long, mais sans eux, on ne peut rien affirmer. Il faudrait des preuves tangibles qui feraient foi archéologiquement parlant, mais ces preuves, on ne les a pas, c'est ça? Oui, pour l'instant, on ne les a pas. Pendant plus de 130 ans, les archéologues ont tenté de démontrer que la guerre de Troie, décrite par Homère dans ses poèmes, était un fait historique. L'Iliade et l'Odyssée se sont révélées être de véritables cartes au trésor qui ont conduit à d'innombrables découvertes. Elles ont aussi conduit aux cités dépeintes par Homère. Ces histoires nous ont permis de connaître de manière très détaillée les armes, les cultures et les technologies utilisées à la fin de l'âge du bronze. Cependant, pour les archéologues qui ne peuvent tirer leurs conclusions que de preuves tangibles et pas de récits mythologiques ou de déductions, il semblerait que le cheval de Troie, l'armée d'Agamemnon au pied de la cité fortifiée, ainsi que la superbe Hélène de Troie, n'auraient eu de réalité que dans les chansons d'un poète antique, dont les histoires sont toujours comptées parmi les plus exceptionnelles.